En ce moment, j'ai tellement de taf que je suis complètement déphasé. On m'a parlé de la série Mercredi sur Netflix avec une meuf un petit peu morte à l'intérieur et une main baladeuse, et je croyais que c'était un documentaire sur le récit d'une fille qui voyage en RER à la nuit tombée, ou alors le biopic de PPDA, ça aurait pu être ça aussi. Et puis même, j'ai entendu parler de Cocaine Bear, un ours, de la coke. Je pensais que c'était un dessin animé pour adultes version Winnie, sauf que ça raconte un apéro entre Steven Tyler et Robert Downey Jr. Parce qu'eux deux, à la grande époque, s'ils éternuaient à Courchevel, tu croyais que c'était des canons à neige. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 376e JT Comics et l'artiste Adi Granov a partagé des travaux de recherche pour le film Wakanda Forever et on peut voir qu'à la base il était prévu que Namora porte un poulpe vivant en guise de couvre-chef, ça a été abandonné ensuite pour quelque chose de plus floral. Ça aurait été con d'être accusé de plagiat par Cyril Hanouna qui adore jouer avec la nourriture au moins autant que son patron Vincent Bolloré le fait avec celle des Africains dont il viole le territoire. Mais attention mes petites beautés, faut surtout pas le dire trop fort, donc passons plutôt aux news de la semaine. Raptou, c'est la news insolite de la semaine et parfois le vol n'est pas un super pouvoir ou alors on n'a que la chute et c'est le cas de ces deux voleurs californiens qui se sont pris pour le gang des démolisseurs ou alors pour des égéries masculines de chez Dorsel vu qu'ils ont sorti l'artillerie lourde pour s'introduire dans une librairie de comics et y dérober plusieurs anciens numéros de comics des années 60 ou plus récents, notamment des Justice League of America, du Superman et plein d'autres choses, des Funko Pop, des Tortues Ninja, des cartes Magic, des cartes Pokémon. Bref, le problème c'est qu'ils ont été mis en fuite par la police pourchassés. Ils étaient au volant d'une Dodge Racer qui, avant l'accident, faisait la taille de la Snyder Cut et après l'accident, la taille d'un épisode de She-Hulk. Ils ont perdu le contrôle du véhicule autant que ce qu'on a perdu le contrôle sur les prix de vente des vieux comics vintage comme ça, puisque là, bon, évidemment, c'est pas le Amazing Fantasy 15, la première apparition de Spider-Man, ou l'Action Comics numéro 1, la première apparition de Superman qui peuvent monter jusqu'à plusieurs millions de dollars, mais il a été prouvé que ces vieux bouts de papier de mauvaise qualité ou mieux encore, les planches originales qui en sont dérivées ont été des valeurs refuges plus rentables que l'or ou que l'implication financière dans la production d'un spectacle pour ados avec en tête d'affiche Norman Tavo, coproduit par Jean-Marc Morandini avec des musiques de Jean-Luc Lahaye, un petit encart pub sur des conseils IMO de Gérald Darmanin, mais je crois que là il faut vraiment avoir envie de perdre de l'oseille, comme quoi l'expression bien mal acquis ne profite jamais est parfois vraie. Gardien des univers. Pas simple de superviser des empires cinématographiques. Chez Marvel, chez DC, c'est 2 salles, 2 ambiances, avec une grosse rumeur qui dit que les exécutifs, les dirigeants de chez Marvel Studios ne seraient pas satisfaits ni des modes de production, de distribution et de la qualité des œuvres de la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Il y aurait notamment des soucis sur les scénarios et la qualité des effets spéciaux, et ça intervient juste après qu'on a appris les cadences infernales, voire même les burn-out que s'infligeaient les studios d'effets spéciaux sous-traités par Marvel, ce qui est une honte. Ça les amènera à revoir le planning de leur sortie, quitte à annuler ou à décaler certaines productions. En tout cas, chez Marvel Studios, on voudrait, si c'est vrai, privilégier la qualité à la quantité. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous laisse aussi me dire ce que vous pensez de ce tweet de James Gunn et qui continue à faire comme si c'était une personne normale et pas le mec en charge de l'univers d'ici cinématographique tout entier, et pas que. Il partage une photo du cultissime Kingdom Come, un comic book par Mark Waid et Alex Ross qui traite de la déchéance de la première génération de super-héros, on va dire, Superman et la Justice League, au profit de Magog et d'autres super-héros plus expéditifs, jusqu'à ce que ça parte complètement en couille et que Superman revienne essayer de rattraper tout ça un petit peu tant bien que mal. C'est un pur classique qui est à la fois une critique et une célébration du genre. Je vous conseille vraiment de foncer dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que on nous signale une adaptation pure et simple de Kingdom Come? Pas sûr. Est-ce que c'est juste un changement de tonalité et que James Gunn souhaite se démarquer? Ça serait pas étonnant pour celui qui a produit Birthright, du Superman d'Henry Cavill qui va revenir, mais qui est celui qui incarne le plus l'optimisme pour un Superman un petit peu plus à la Injustice, si on fait un grand écart. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore un peu plus ouvrir les portes du multivers, sachant que cette histoire se déroule sur une terre parallèle, sachant aussi que comme c'est souvent le cas, c'est les précurseurs de la CW qui ont déjà commencé à l'adapter avec Brandon Routh dans le rôle du Superman de Kingdom Come. Et je vous laisse faire comme des traders avec les matières premières et spéculer dans les commentaires. James Gunn qui en plus de tout ça continue de battre le fer
faire des Gardiens de la Galaxie tant qu'il est chaud, puisque la bande-annonce du 3e opus des aventures des zinzins de l'espace est parue, hein, juste après le Holiday Special sur Disney+. Petit changement de ton, ça a l'air plus sombre que les opus précédents, clairement plus sombre que le Holiday Special. Hein. Rocket Raccoon, c'est clairement la carte émotion à poil de cette bande-annonce, et tout laisse même présager qu'ils vont peut-être faire crever notre raton laveur préféré. En tout cas, ses origines ont l'air d'avoir été un petit peu explorées. Hein. Elles ont, dans les comics, souvent été remaniées entre de la légèreté et puis des trucs plus sombres avec des expériences vraiment un peu plus hardcore. Mais tout ça, c'est sur fond de mémoire peu fiable, un petit peu comme Wolverine ou comme mon beau-frère quand je lui rappelle qu'il me doit toujours les 300 balles que je lui ai filées pour son aller-retour à la Runkera, quand il avait fait croire à ma soeur qu'il allait faire un voyage linguistique, ce cabron. Bon, en tout cas, moi, il me tarde vraiment de voir Warlock, hein, qui est incarné par la tête à claque d'Hollywood, qui maintenant a décidé de les rendre, lui, les claques, voire même de mettre des patates de forain, là c'est dans Nebula, hein, la pauvre, nul doute qu'elle saura se défendre, sinon de toute façon elle risque de finir en pièces revendues sur Oscaro.com, mais aussi de voir le maître de l'évolution, qui est un personnage assez crucial dans les comics, notamment dans l'histoire de Wanda et Pietro Maximoff. Hein, à l'époque, on ne savait pas trop quelles seraient leurs origines. Elles ont été aussi modifiées très très souvent, mais aussi dans la création, enfin dans la récupération de Warlock et sa perfection. Le maître de l'évolution, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'évolution, hein, et par les créatures un petit peu animaloïdes. Hein. En gros, c'est un dresseur Pokémon qui a mal tourné. J'ai bien peur que dans le MCU, ça soit juste le créateur de ce drôle de monde où on peut voir un panda habillé dans ce polo dégueulasse. En même temps, c'est le maître de l'évolution, pas du style, hein. Ou alors ça c'est peut-être aussi le monde d'origine de Rocket Raccoon qui s'intitule Half-World, un monde dans lequel on peut voir que James Gunn a déjà commencé son travail pour DC, hein, puisqu'on y voit Woman Bat habillée comme si elle était déléguée des parents d'élèves et qu'elle se rendait à son premier conseil de classe, ou alors ce lapin comptable qui a le même problème avec ses oreilles qu'un octogénaire avec son gnocchi. Et puis séquence Lova Lova, hein, puisqu'on voit aussi Lila la loutre, qui est la femme de Rocket Raccoon dans les comics, hein, qui n'est pas spécialement brésilienne, mais si j'en crois mes cours de SVT, qui est bien pourvu en queue. On y voit aussi la nouvelle Gamora, qui est probablement celle qui a été introduite dans Avengers Endgame. On voit également une espèce d'intestin de l'espace, et il me tarde de savoir ce qui a poussé les Gardiens de la Galaxie à devenir proctologues pour rentrer dans ce truc-là, parce que justement, il faut aller au fond des choses. Et alors, mention spéciale à tous les fans qui savent que James Gunn adore faire énormément de clins d'œil à la pop culture, un petit peu comme un dragueur de rue ultra lourd adore faire ça avec toutes les meufs qui croisent, hein, même sa propre mère, et qui ont cru dans ses combinaisons multicolores que le réalisateur faisait un clin d'œil au jeu de trahison Among Us, alors qu'il a dit non, je suis cinéphile aussi, un petit peu respectez-moi, hein, puisque c'est un clin d'œil au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Tant pis, hein, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, si vous serez au ciné le 5 mai, et surtout ce que vous attendez de ce dernier opus des Gardiens de la Galaxie jusqu'au prochain. Cinéma. Dans le reste de l'actu ciné, des nouvelles du film The Flash avec un nouveau logo, ça doit être le 48 millième, et puis le héros qui accueille en lui et Batman et Supergirl. Alors non, ce n'est pas une nouvelle frasque de l'acteur Ezra Miller dont on n'entend plus du tout parler. La Warner doit vraiment le séquestrer dans une cave, tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'asseoir sur ce film dont la production a été encore plus chaotique que la relation entre Johnny Depp et Amber Heard, en espérant que ça finisse pas comme une merde sur le blanc maculé de la toile de cinéma, justement. En tout cas, le film, avec tout ce qui a été repoussé, a été avancé d'une semaine à juin 2023, hein, et donc on a vu sur une affiche de promo montrée pour la convention du Brésil qui a l'air complètement énorme, la CCXP, une affiche avec tous les héros mobilisés, hein. Ce que ça veut dire, c'est venez, vous inquiétez pas, il y aura Batman. Et puis aussi, on a vu un petit poster très très beau, hein, minimaliste mais très très beau pour le film Blue Beetle. Et alors, le prix de l'interview la plus mignonne de la semaine, c'est celle des deux réalisateurs du film Bad Girl, hein, qui a été totalement tourné, totalement monté, hein, mais sur lequel la Warner s'est complètement assis. 90 millions de dollars quand même, qui font passer en perte et profit. Adil El Arbi et Bilal Fallah disent qu'ils veulent bien retravailler avec la Warner, hein, mais à une seule condition, et on sait qu'ils s'apprêtent à rencontrer James Gunn, hein. La seule condition, c'est quoi? C'est que le film sorte, s'il vous plaît, on dirait le chapeauté. Et on dirait qu'ils espèrent encore que le film sortira, notamment grâce à la prestation exceptionnelle de Brendan Fraser en ennemi, en antagoniste de Batgirl, hein, et notamment aussi grâce à sa prestation non moins exceptionnelle dans le film The Whale, hein, qui lui a valu une standing ovation en festival et qui pourrait, soi-disant, lui attirer l'attention de l'Académie des Oscars, voire même lui rapporter un Oscar, hein, s'il ne se met pas à gifler des gens entre-temps. Pour l'instant, la Warner interdirait toute diffusion, c'était la solution pour récupérer tout ou partie du budget de la prod, malgré un accord qui aurait été trouvé entre la Warner et Amazon Prime pour la distribution de contenu. Moi, tant qu'il nous file la série animée Batman de Caped Crusader, je suis content. Et puis attention, hein, Margot Robbie a déclaré que ça fait des années qu'elle essaye de porter sur le grand écran la relation amoureuse homosexuelle entre elle et Poison Ivy, hein, et bon, apparemment ça se fait pas, hein, et au lieu de vous jeter
voter comme je vous vois tous sur la version de Axel Braun. Lisez plutôt les comics, ça sera tout aussi intéressant. Assume maintenant. Vous pensiez qu'Indiana Jones était le seul homme au chapeau intéressant cette semaine? Eh bien non, détrompez-vous, puisqu'il y a aussi Tom Brevoort. Tom Brevoort, c'est le plus vieil employé de chez Marvel. Il a la carrière la plus longue. Il a commencé en tant que stagiaire là-bas en 1989 et il s'est hissé jusqu'au rang de vice-président de toutes les publications. C'est une sorte de super éditeur qui supervise absolument toutes les sorties et toute la continuité Marvel depuis maintenant des années. Et en plus de ça, il trouve le temps de répondre à des questions de lecteurs sur sa newsletter Substack. Et alors dans la dernière, on lui pose une question sur Miracle Man. Alors je vais pas rentrer dans l'histoire, dans la diégèse on va dire, donc de Miracle Man, mais l'histoire éditoriale du personnage est complètement folle. Pour faire bref, il a été créé en Angleterre par Mick Anglo dans les années 50, et puis ensuite il a été complètement réinventé dans les années 80 par Alan Moore chez un autre éditeur, puis par Neil Gaiman, et puis après il y a eu des embrouilles sur les droits du personnage, mais à vous faire saigner du nez. Todd McFarlane disait qu'il avait racheté le personnage, il avait même déjà commencé à l'intégrer dans son univers de Spawn. Neil Gaiman, qui voulait absolument finir ses histoires, lui disait que non, il ne détenait pas les droits. Neil Gaiman a même monté toute une société et il a écrit Marvel 1602 juste pour pouvoir injecter des fonds afin de sécuriser les droits sur le personnage. Et il se trouve que quand on a commencé un petit peu à démêler tout ce bordel, les droits sur le personnage appartenaient toujours à Mick Anglo depuis le début, donc tout ce qui s'est fait, même Alan Moore, n'aurait jamais dû voir le jour. Alan Moore a d'ailleurs dit qu'il allait donner tous ses royalties futures à Mick Anglo dès qu'il a su ça. Faut attendre 2013 pour que Marvel annonce avoir sécurisé le personnage et ses droits, sauf que ce boob, pas du tout, puisqu'on repart pour 5 ans d'emmerdement juridique, et là, bon, en 2018, ils nous font du teasing, et maintenant, c'est sûr, c'est fait, il va être intégré au catalogue Marvel, et c'est la question qu'on pose à Tom Brevoort. Est-ce que, vu qu'il est chez Marvel, est-ce qu'on va le voir avec les Vengeurs tôt ou tard? Celui qui lui pose la question lui rappelle à quel point chez DC ça avait fait un petit scandale quand il y avait eu des suites ou des préquels à Watchmen par Alan Moore, alors qu'on sait qu'Alan Moore ne voulait pas. Là c'est complètement un autre cas de figure, il faut quand même le rappeler, mais Tom Brevoort dit, il esquive pour Miracle Man, il dit que pour l'instant il sait pas s'il va rentrer dans les Vengeurs ou pas, parce que bon il veut pas spoiler sûrement, mais il aborde la question totalement franchement, il dit que si c'était Marvel qui avait détenu Watchmen, ils auraient intégré les personnages qui sont des personnages lucratifs et reconnaissables et aimés par le public des décennies plus tôt à l'univers Marvel. Il précise qu'au plus on attend avant de le faire, au plus ça paraît transgressif, au plus ça conditionne l'échec critique et au plus ça ramène des lecteurs qui ont une forme de curiosité morbide. Et alors, arrêtez-moi si vous pensez que c'est faux, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, il n'aurait pas attendu 36 dates avant de niquer Alan Moore sans son consentement, protégé tout simplement par le tout fin et le tout petit bout de papier qui s'appelle le contrat, qui permet néanmoins à l'éditeur de le faire. Duo stylé. Et puis on parle ou on reparle de deux légendes de l'industrie des comics, Peter David et George Perez, qui ont créé notamment ensemble le personnage du Maestro, la version futuriste, tyrannique du Hulk. Le scénariste Peter David qui souffre de gros problèmes de santé, notamment insuffisance rénale, il a fait plusieurs AVC et une légère crise cardiaque. Une cagnotte en ligne a été ouverte afin de l'aider à supporter les frais médicaux. Elle est déjà à 75 000 $ à l'heure où je vous parle. Et puis alors, George Perez est décédé, mais il était connu pour porter des chemises hawaïennes très brillantes, très flashy. C'était sa femme qui les lui cousait sur mesure. Et bien sachez qu'elle va vendre 3 d'entre elles notamment. Tout ça pour l'aider financièrement. Et dommage que le timing soit mauvais, sinon j'aurais proposé à James Gunn de faire un gros chèque pour toutes les racheter et rhabiller ces animaux humanoïdes sur la planète où Drax envoie un ballon sur la petite fille, comme Norman lui aurait envoyé un DM pour lui demander des news. Vive les comics! Et puis dans le reste de l'actu comics, j'avais un petit peu été mauvaise langue à l'époque, quand Marvel avait décidé de créer 50 nuances de Captain America. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce et que on reverrait pas beaucoup de ces nouveaux Captain America. Eh bien il faut le dire, on risque d'en revoir au moins un. Aaron Fisher, le Captain America le jeune qui s'est fait virer de chez lui après son coming out et qui est devenu fugitif, galérien, qui est devenu justement le représentant, l'emblème de tous ces fugitifs et qui risque d'avoir un nouveau projet par Josh Trujillo et Jan Baldueza. Et c'est fou qu'ils se sentent obligés de dire ça, mais il précise, je ne fais pas ça pour troller qui que ce soit, je cherche juste à raconter les meilleures histoires possibles à partir de ma propre expérience. Ainsi, j'énerve qui que ce soit en se faisant, eh bien je suis désolé. Et dans un monde où on peut se faire tabasser, voire même crever simplement parce qu'on est homo, c'est peut-être pas à lui de s'excuser. Et puis DC Image nous montre
des images de la dernière petite fête sadomasochiste de Batman, qui s'amuse avec un grand monsieur vêtu de piques et de chaînes, les dernières images du crossover de Spawn et de Batman, Hit, qui sort dès la semaine prochaine. Puis enfin une très bonne nouvelle, puisque Jay Smith a annoncé le retour des aventures de Bone et de ses cousins, et en plus il ne sera pas seul, puisqu'il pourra compter sur Stan Sakai, Katie Cook, Matt Smith ou Scott Brown pour le dessin, donc une forme d'anthologie avec plein de récits sur Bone, son univers, sa famille, son entourage, même ses ennemis, donc il devait y avoir une adaptation cinématographique, notamment sur Netflix, qui est tombée à l'eau, retour au point mort, mais surtout retour dans les planches des comics, c'est tant mieux parce que nous on adore ça. Lisez, cette semaine je taffe sur mes prochaines traductions, mais je sais pas vraiment ce que je peux en dire ou pas, c'est une dinguerie, donc il va vraiment falloir que je vous en reparle, parce que il se passe des trucs, très clairement, mais dans le doute, je ne préfère rien dire, mais c'est pour ça que j'ai rien lu d'autre cette semaine. J'ai essayé la série Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro, mais j'étais trop KO, je me suis endormi, mais il me tarde de m'y remettre. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous. J'essaie de répondre au maximum de gens, sur les réseaux sociaux également, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté, et ça dure depuis plus de 7 ans. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. 60% des Français pourraient finir avec des coupures d'électricité cet hiver parce qu'on sait pas bien gérer notre réseau apparemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un cabinet de conseil qui a eu l'idée d'embaucher soit Black Adam, soit Electro pour s'assurer que les types qui ont des respirateurs à domicile, par exemple, ne finissent pas en apnée ou tout bleu, comme Electro dans Amazing Spider-Man 2?